Chapitre 13. Noël à Canton. L'agent de la compagnie O&O m'escorta jusqu'au Powan qui devait me conduire à Canton. Il me confia aux bons soins du capitaine Grogan, un Américain qui vivait depuis fort longtemps en Chine. C'était un homme d'une timidité maladive mais très bienveillant. Il était gros d'une façon presque comique et je réprimais un rire à chaque fois que je voyais son corps rondouillet et sa tête rougeaude enfoncée dans ses grasses épaules. Je suis moi-même assez chatouilleuse quand il est question de mon apparence, aussi me gardais-je bien de plaisanter à ce sujet. Je réponds toujours à ceux qui critiquent mon menton, mon nez ou ma bouche qu'on ne peut échapper aux attributs que la vie vous donne, pas plus qu'on ne peut échapper à la mort. Jasez autant que vous voudrez sur mon chapeau ou ma robe, je peux les changer, mais rien ne sert de me reprocher mon nez, car je suis née avec. Cette maxime en mémoire, je rempochai mon air badin et me pris de sympathie pour le brave capitaine. Le crépuscule tomba peu après notre départ. Je montai sur le pont et contemplai le paysage disparaître dans la nuit. Le bateau avançait avec une force tranquille, entouré seulement du clapotis de l'eau, le bruit le plus apaisant du monde. Restée assise sur le pont silencieux à écouter les flots embrasser la proue du bateau sous la faible lueur du ciel piqueté d'étoiles, c'était pour moi le paradis sur terre. Bien sûr, nous aimons la compagnie des hommes, la splendeur du soleil, la douceur de la lune, la beauté de la musique. Mais au lieu du monde et de son agitation, laissez-moi seule dans un fauteuil sur un pont, quand au soleil il peut bien s'évanouir dans la fraîcheur de la nuit. Laissez-moi bercer doucement par les flots, enveloppée dans une obscurité de velours. Mon astre sera le faible éclat des myriades d'étoiles, ma musique le clapotis des vagues, rythmant les battements de mon cœur et grisant mon esprit. En compagnie de mes songes, je suis la plus heureuse des femmes. Mais fini de rêvasser. Je suis en pleine course autour du monde et je lutte contre le temps. Après le dîner, quand le bateau jeta l'ancre en attendant la prochaine marée, je descendis observer les passagers chinois. Rassemblés dans une grande pièce et non dans des cabines, ils pariaient, fumaient de l'opium, dormaient, cuisinaient, mangeaient, lisaient et discutaient. Ils avaient leurs propres couchettes, quelques nattes, et leur nourriture, principalement du riz et du thé. Nous arrivâmes à Canton à l'aurore. Les Chinois gagnèrent aussitôt la terre ferme, mais les autres passagers restèrent pour le petit déjeuner. Pendant le repas, un guide recommandé par le capitaine nous rendit visite et nous expliqua le déroulé de notre sortie. Il s'appelait Arkoum. Il était vif d'esprit et nous fûmes charmés par sa persévérance lorsqu'il nous souhaita joyeux Noël avant de se présenter. Il me confia plus tard qu'il avait été scolarisé dans une mission américaine basée à Canton. Mais la langue anglaise, il insista sur ce point, était tout ce qu'il avait appris des Américains. Ils ne partageaient pas leur religion. Comme lui, son fils étudiait à la mission et il s'avérait très appliqué. En complément de son salaire de guide, Arkoum recevait de la part des marchands un pourcentage sur le prix des objets achetés par les touristes. Ces derniers payaient donc évidemment un peu plus cher que le prix normal, et ne leur faisait visiter que les échoppes avec lesquelles il avait passé affaire. Les traits de Arkoum étaient plus harmonieux que ceux des Mongoliens. Son nez était plus fin, et ses yeux étaient moins bridés. Il portait des chaussures de toile noire brodées de perles aux semelles blanches. Un pantalon bleu marine, ou plus exactement des collants, enserrait ses jambes jusqu'aux chevilles et une tunique bleue amidonnée lui descendait aux talons. En guide de par-dessus, une courte veste en soie matelassée, presque semblable à une veste de smoking. Sa coiffure était une interminable natte de jais terminée par un ruban de soie noire. À la naissance de cette natte, il avait enroulé un ruban de même couleur. Les chaises à porteurs nous attendaient. Celle de Arkoum était somptueuse, avec ses brancards de bois sombre incrustés de laiton, ses rideaux de soie noire bordés de glands et de franges. Une fois à l'intérieur, vous pouviez vous cacher des regards de la foule. Nos chaises étaient plus ordinaires et possédaient des rideaux qui nous empêchaient d'admirer le paysage. Chaque chaise était portée par 3 coulisses qui marchaient pieds nus, tout dépenaillés et échevelés. Les coulisses de Arkoum étaient bien plus apprêtées, avec leurs habits de lin bien taillés ornés de pièces de tissu rouge qui rappelaient les costumes de nos clowns. La chaise de ouvrit le chemin, suivie par mes porteurs. Pendant un moment, je ne vis qu'une masse de têtes sombres et de longues nattes, mais je m'habituai et pus distinguer bientôt les éventaires des commerçants et les faciès singuliers des passants. Nous nous engageâmes dans des ruelles sombres en frôlant les étals des poissonniers. L'odeur qui en émanait ne fut pas loin de me donner la nausée. Enfin, nous traversâmes un pont qui surplombait des eaux boueuses. Nous arrivâmes sur l'île de Chamin,
ou Sandy Face, lieu de résidence des Européens de la ville. Chaque entrée de l'île est gardée, car les Celestials, qui nourrissent une haine profonde des Européens, ont interdit d'y pénétrer. L'île est fleurie et les charmantes maisons sont de style oriental. On y accède par des chemins herbeux protégés par de grands arbres et seulement foulés par des porteurs. C'est ici pour la première fois depuis mon départ de New York que je vis la bannière étoilée. Elle flottait au-dessus de la grille du consulat américain. Chose étrange, plus on s'éloigne de chez soi, plus on est nostalgique. À cet instant, je sentis que je me trouvais très loin de mon cher pays. C'était Noël et j'avais croisé beaucoup de drapeaux depuis mon départ. Lorsque je vis flotter celui du consulat dans la brise, j'enlevai mon chapeau et déclarai « C'est le plus beau drapeau du monde, et je suis prête à rosser quiconque dira le contraire. » Personne n'osa souffler mot. Lors de la réception, je surpris un Anglais lorgner furtivement vers l'Union Jack hissé au-dessus du consulat britannique. Il se risquait seulement à quelques coups d'œil, comme s'il craignait que je le prenne en flagrant délit. Le consul, Mr. Seymour, nous réserva un accueil des plus chaleureux. Il voulut nous offrir l'hospitalité, mais notre temps était compté, et nous dûmes nous contenter de le saluer avant de reprendre la route. Avant de s'installer en Chine avec sa femme et sa fille, Mr. Seymour était éditeur. À son arrivée, il avait découvert avec ravissement les broderies et les statuettes en ivoire, passion qu'il put largement assouvir à Canton. Il se faisait une joie d'aider les touristes à marchander. C'était un homme charmant. Espérons qu'il réside longtemps à Chamine, où il porte haut les couleurs du consulat américain. Canton est très différent de Chamine. On raconte que plusieurs millions de personnes y vivent. Les rues, pour la plupart grossièrement pavées, mesurent à peine 1 mètre de large. Les magasins, signalés par de jolies enseignes gravées et bariolées, sont tous ouverts sur la rue, comme s'ils se déversaient sur le trottoir. Chacun abrite au fond un hôtel richement décoré. Alors que nous passions devant les échoppes, nous pûmes observer leurs attirantes marchandises, mais également les commerçants et les clients. Près du seuil se tient le comptable. Tous les membres de la profession portent de grosses lunettes à monture d'écailles de tortue qui leur donnent un air de grande sagesse. Je songeais que ces lunettes étaient le signe distinctif des employés de bureau, car je n'en ai jamais croisé qui n'en possédaient pas. On m'avait prévenu qu'à Canton, les Chinoises risquaient de me jeter des pierres et qu'elles crachaient volontiers à la figure des touristes. Je n'eus pourtant aucun souci de ce genre. Les Chinois ne sont pas enrageants. Ils prennent un air abattu comme s'ils portaient la misère du monde sur leurs épaules, et lorsque nos chaises à porteurs passaient devant les boutiques, les hommes se précipitaient pour me dévisager comme une bête curieuse. Ils ne montrèrent aucun signe d'animosité, mais quelques femmes me scrutèrent avec plus d'agressivité. Ils semblaient fascinés par mes gants, se risquant parfois à les toucher. Je crus d'abord que nous nous promenions dans les allées d'une halle. Enseignes, décorations et bâtisses étaient si rapprochées que nous distinguions à peine le ciel, et les boutiques débordant sur la rue donnaient réellement l'illusion d'un marché. Aussi fus-je très étonné quand Hakoum m'apprit qu'il s'agissait des ruelles de Canton. De temps en temps, notre cortège de chaises en rencontrait une autre, et tous s'arrêtaient et criaient jusqu'à ce que la voie soit dégagée et que chacun passe sans encombre. Le deuxième porteur de ma chaise rendit mon voyage fort inconfortable. La corde qui l'aidait à soutenir un des brancards frottait contre la base de son cou. Je m'inquiétais de voir sa peau rougir. Sa longue queue de cheval était enroulée autour de sa tête. J'avais une vue directe sur la plaie. Ce coulis était de plus assez farouche. Il y a autant de tempérament chez les coulisses que chez les chevaux. Et quand il déplaçait la corde de son cou, ma chaise tanguait furieusement. Je fis tant d'efforts pour rester droite et immobile que lorsque j'en descendis, mon corps était complètement raide. Pour m'être si préoccupé du confort de cet homme, je récoltai à la fin de la journée une puissante migraine. Les coulisses ont la désagréable manie de grogner comme des cochons. Je ne saurais dire si leurs bruits ont une signification particulière, mais quand ils grognent à longueur de voyage, cela s'avère très déplaisant. J'étais curieuse de voir la place publique sur laquelle se déroulaient les exécutions. Nous passâmes sous une arche, puis devant un stand érigé pour les parieurs, entouré d'une foule de gens sales. Certains d'entre eux s'acheminèrent lentement vers nous. Cette place publique ne ressemble en rien à l'image que l'on s'en fait. Elle a l'allure d'une allée tortueuse d'un village de campagne. Je vis plusieurs rangées de pots en terre en train de sécher contre un mur. La femme qui les confectionnait s'arrêta de papoter avec celle qui les disposait en rang. La place mesure environ 25 mètres de long sur 8 de large au maximum, puis elle rétrécit. Je fis remarquer à Hakoum que le sol était très rouge, et il me répondit nonchalamment « C'est à cause du sang. 11 hommes ont été décapités hier soir », en tapant la terre écarlate du bout de sa chaussure à semelle blanche.
Il précisa qu'il était fréquent d'exécuter entre 10 et 20 criminels en même temps. Environ 400 personnes sont tuées ici tous les ans, et en 1855, pas moins de 50 000 rebelles furent décapités. Tandis qu'il parlait, j'aperçus de grandes croix en bois posées contre les hauts murs de pierre. J'en demandai la raison à Arkoum, pensant qu'elles servaient à divers rites religieux durant les exécutions. Un frisson me parcourut l'échine lorsqu'il me répondit « En Chine, quand les femmes sont condamnées à mort, elles sont attachées à des croix et coupées en morceaux. » Le guide ajouta « Les hommes sont décapités d'un seul coup, à moins qu'ils aient commis un crime effroyable. Ensuite vient l'exécution des femmes criminelles pour marquer les esprits. Elles sont crucifiées puis étranglées ou coupées en morceaux. Le bourreau est si habile qu'il les démembre et les éventre avant qu'elles ne meurent. Voudriez-vous voir des têtes ?» Songeant que tous les guides partageaient la même faconde, je répondis sans me démonter « Mais certainement, apportez-les !» Sur ces conseils, je fis signe à un homme qui, les mains encore pleines d'argile, se dirigea vers des tonneaux près des croix en bois. Il y plongea la main et en sortit une tête. Ces tonneaux remplis de chaux contenaient les têtes jetées au fur et à mesure des décapitations. Une fois pleins, ils étaient vidés et accueillaient bien vite de nouveaux occupants. Quand un homme riche est condamné à mort, il peut sans peine payer quelqu'un qui le remplacera sur l'échafaud. Les Chinois sont intrépides face à la mort, elle ne semble pas les effrayer. Je visitai la prison de Canton et fus surprise de voir tant de portes grandes ouvertes. Mais elles avaient la particularité d'être étroites, et lorsque je pénétrai dans une cellule, je découvris que les prisonniers avaient le cou pris dans un large collier de bois. Dans ce cas, il n'y avait effectivement nul besoin de les enfermer. Le tribunal était une grande bâtisse carrée en pierre. On me présenta à des juges qui fumaient de l'opium tout alangui, tandis que, dans une deuxième pièce, d'autres jouaient aux cartes. À l'entrée, un grand bureau était consacré au pari. Je vis ensuite la salle des instruments de torture. Un bambou taillé en deux pour fouetter, des vis pour les doigts, des poulies pour suspendre les prisonniers par les pouces et autres joyeusetés. Durant ma visite, 2 voleurs furent conduits dans la salle. Enchaînés, leurs genoux touchant leur menton, ils étaient portés dans des cages suspendues à un bâton que soutenaient 2 coulisses. Les juges m'expliquèrent qu'ils avaient été pris en flagrant délit. Leurs mains seraient écrasées par une énorme pierre, puis leurs doigts brisés les uns après les autres. Ensuite, ils seraient soignés à l'hôpital. S'ils meurent, les prisonniers sont décapités avant d'être enterrés. Un Américain, qui vivait depuis plusieurs années près de Canton, me raconta qu'il existe un petit pont où l'on installe souvent un criminel complètement nu dans une nacelle de fer. De part et d'autre du pont, on dispose des couteaux pointus et chaque passant est obligé d'en prendre un pour taillader le pauvre homme emprisonné. Mais je n'ai moi-même jamais assisté à de telles scènes, je vous les rapporte telles qu'on me les a décrites. On m'expliqua que le supplice du bambou, je ne me souviens pas du nom exact, n'est pas si rare en Chine, contrairement à ce que l'on pourrait espérer compte tenu de sa brutalité extrême. Les criminels sont immobilisés debout, avec les jambes écartées et accrochés au sol, juste au-dessus d'une pousse de bambou. Pour se rendre compte de l'horreur de ce châtiment, il est nécessaire de connaître les caractéristiques du bambou. Une pousse de bambou peut s'apparenter à une délicieuse asperge, mais elle est solide comme le fer. Quand elle commence à croître, rien ne peut entraver sa course. Elle s'élève si irrémédiablement qu'elle transperce tout sur son passage, l'asphalte comme le reste. Le bambou pousse vite, il atteint sa taille adulte 25 mètres de haut en 30 jours à peine. À la fin de sa croissance, il s'entoure d'une écorce, ses branches se déploient doucement, couvertes d'un plumetis doux et léger, aussi fin que le feuillage d'un saule. Une bambouseraie peut sembler ravissante, soyeuse et raffinée, mais il n'y a rien de plus inflexible en réalité. Imaginez à présent un prisonnier attaché au-dessus de cette pousse indomptable, dans cette position inconfortable. Le bambou se dresse et grandit sans se soucier des obstacles, transperçant le pauvre homme jusqu'à l'agonie prolongée chaque jour de quelques centimètres. Il est d'abord conscient, puis s'évanouit à la faveur de la fièvre, et enfin, après plusieurs jours de torture, sa tête tombe en avant, il est mort. Autre méthode terrifiante, emprisonner un homme en plein soleil recouvert de chaux vive, en laissant de l'eau à sa portée pour étancher sa soif. L'homme tient bon, s'accroche à la vie, mais il finit toujours par boire pour étancher sa soif. Il boit puis transpire, et sous l'action combinée de la sueur et du soleil, la chaux se met à ronger sa peau. Une autre coutume est de suspendre le criminel par les bras, les mains liées derrière le dos. Tant qu'il garde ses muscles tendus, il peut survivre, mais dès qu'il se relâche, les vaisseaux sanguins se déchirent et sa vie lui échappe en un torrent de sang.
Le malheureux est suspendu en place publique, où les juges veillent à ce que personne ne le libère. Les amis du condamné s'amassent autour du représentant de l'autorité pour marchander l'existence du pauvre homme. S'ils peuvent payer la caution demandée, le criminel est détaché et libéré. S'ils ne peuvent pas, le criminel reste attaché jusqu'à ce que mort s'ensuive. Autre châtiment possible, enterrer vivant le coupable en laissant seulement sa tête dépasser du sol. On lui colle ensuite les paupières pour qu'il ne cligne pas et on l'abandonne à une mort certaine en plein cagnard. Les échardes de bambou plantées sous les ongles, puis enflammées, font également partie de charmantes façons de remettre les fauteurs de troubles dans le droit chemin. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait quand je foulais le seuil sale du temple des horreurs. Je présumais ensuite qu'il devait s'agir d'une exposition des monstruosités humaines. Les marches qui y conduisaient étaient envahies de Mongoliens en haillons, de tout âge, type et affliction. En entendant nos pas, les plus vaillants se précipitèrent vers nous, implorant l'aumône, tandis que les estropiés et les aveugles hurlaient de plus belle. À l'intérieur du bâtiment se trouvait la lie de l'humanité dans une place carrée. Des lépreux, des colporteurs, des gens difformes, des diseurs de bonne aventure, des parieurs, des charlatans, des arracheurs de dents aux dents pourries, et parmi la foule, des pâtissiers. On dit que les Chinois viennent parfois ici prier et interroger leurs idoles. Dans de petites alcôves peu entretenues, des statuettes représentent les châtiments de l'enfer des bouddhistes. Ils sont fouettés, enterrés vivants, ébouillantés, décapités, placés sous des cloches chauffées à blanc, découpés en deux et autres délicates attentions. Canton est renommé pour ses temples. Il y en a plus de 800 dans toute la ville. Celui qui m'impressionna le plus fut le temple des 500 dieux. Lors de la visite, le guide me demanda si j'étais superstitieuse. Quand j'acquiesçai, il m'annonça qu'il allait me montrer comment tenter ma chance. Il plaça d'abord 2 bâtons d'encens dans une timbale en cuivre, devant le dieu de la chance, puis piocha sur l'autel 2 pièces de bois, polies et sales à force d'avoir été manipulées. Assemblées, elles formèrent une poire qu'il appela le pigeon de la chance. Il dessina des cercles au-dessus de l'encens avec ces pièces de bois, 1, 2, puis 3 rotations, et lâcha le pigeon à terre. Si une moitié du pigeon était face haute et l'autre face basse, alors c'était de bon augure. Si les 2 faces étaient identiques, le mauvais sort était contre vous. Son pigeon tomba sur 2 faces similaires. Lorsque vint mon tour, j'empoignai le pigeon les mains tremblantes. Mon cœur battait fort tandis que je faisais voler mon pigeon au-dessus de l'encens. Je lâchai tout, une pièce tomba face haute et l'autre face basse. Quel soulagement, la chance était avec moi. Je visitai ensuite la salle des examens où 11 616 étudiants célestes, tous mâles, étaient évalués. Nous traversâmes un parc mal entretenu, planté d'arbres frêles et peuplé de maigres cochons noirs qui fouillaient la terre avec énergie. Nous étions poursuivis par une horde d'enfants pouilleux qui mendiaient en nous interpellant vivement. Quelques femmes, tenant à peine sur leurs petits pieds à l'aide de cannes, nous dévisageaient d'un air curieux et amusé. Nous arrivâmes bientôt devant une porte étroite, surnommée la porte de l'équité, puis devant la porte du dragon, qui conduit à une grande allée. L'allée offre une vue bien singulière. Une prairie, et au loin une tour de garde, qui héberge le dieu de la littérature au 2e étage. De chaque côté de la prairie, des rangées de bâtiments bas blanchis à la chaux, qui pouvaient ressembler à des enclos pour le bétail. Et dans ces rangées de cellules, d'1,5 mètre sur 1 mètre, 11 616 étudiants, à fine tresse, passaient leur examen. Au-dessus des cellules, des inscriptions indiquaient quelle matière était examinée. Chaque cellule contenait une planche pour s'asseoir et une autre surélevée qui faisait office de bureau. Si l'étudiant ne veut pas ramper dessous ou sauter par-dessus, le bureau doit être déplacé avant de s'installer. La feuille d'examen est distribuée à l'aube et bien souvent, les jeunes hommes ne rendent leur copie qu'après la nuit. La salle des examens, elle, fait environ 420 mètres de long sur 200 de large et vaut le détour. Les examinateurs sont, paraît-il, très sévères et que sur les milliers de candidats, seuls 150 sont reçus. On corrige les copies dans la salle des bonnes étoiles, une inscription annonce « La littérature permet l'accès aux cieux ». J'avais grande envie de visiter le village des lépreux. Il est composé de huttes en bambou et abrite des centaines de ces malades. Ces derniers sont terrifiants. Arkoum nous conseilla de fumer afin de masquer leur odeur et s'alluma derechef une cigarette. Nous l'imitâmes immédiatement. Les lépreux, hommes, femmes, enfants de tous âges, vivent dans la plus grande des misères, vêtus seulement de misérables haillons. Au sol de leur hutte, de l'herbe sèche ou encore des lambeaux de tissu. Aucun meuble. Il est inutile de tenter de décrire l'apparence des lépreux. Ils sont difformes, souvent aveugles et ont perdu les doigts, un pied ou une jambe. Mais dans leurs différentes afflictions,
Tous sont miséreux au plus haut point. Les plus valides cultivent un très joli jardin près du village. Leurs légumes sont même vendus au marché de Canton. Je fus quelque peu rassuré d'avoir apporté mon propre déjeuner du bateau. Les lépreux passaient leur journée à mendier dans la ville, puis le soir ils étaient obligés de regagner leur village. Je m'interrogeais sur la pertinence d'isoler ces malades si on les autorisait ensuite à se mélanger à la population. Sur le chemin du retour, j'aperçus dans la ville plusieurs d'entre eux, et, à les voir à proximité des aliments, je me jurai de ne rien manger. Les lépreux avaient également le droit de se marier et donnaient vie à de nombreux enfants condamnés dès la naissance à une existence faite de souffrances. En quittant ce village, je fus prise de mélancolie. C'était le jour de Noël, et je me prenais à rêver avec nostalgie d'un bon dîner chez moi, même si un de mes compagnons m'informa qu'il devait être minuit passé à New York. Le guide voulut nous conduire dans un bâtiment à proximité afin que nous puissions y pique-niquer. Derrière un grand mur, une très belle vue s'offrait à nous. Un paisible étang, à peine effleuré par une douce brise, et les branches basses d'un arbre qui venait embrasser la surface de l'eau, où se tenaient des hérons gracieux, perchés sur leurs longues pattes, une scène que les éventails chinois nous ont rendue familière. Arkum nous guida jusqu'à une large porte sculptée qui donnait sur une pièce remplie de chaises et de tables en bois. Alors que nous déjeunions, j'entendis l'étrange plainte d'un tam-tam et d'une flûte. Ma faim rassasiée et ma curiosité aiguisée, je demandai à Arkum où nous nous trouvions. Il me répondit « Dans le temple des morts ». Je prenais donc le repas de Noël dans le temple des morts. Mais heureusement, cela n'eut aucune incidence sur notre appétit. Avant notre départ, plusieurs Chinois se regroupèrent à la porte et me dévisagèrent d'un air intrigué. Ils hissaient à bout de bras leurs enfants, tout mignons et bien propres, afin qu'ils me voient. Sur une bonne intention, je m'avançai pour leur serrer la main, mais ils se mirent à s'agiter et crier, et reculèrent avec effroi. La scène était amusante. Le calme revint bientôt, et certains s'enhardirent à me prendre la main. La glace fut brisée et la curiosité l'emporta. Ils s'intéressèrent à mes gants, mes bracelets et ma robe, tant et si bien que je me mis à regretter ma gentillesse. À la mort d'un proche, les habitants érigent un feu de joie la nuit venue. Ils y jettent des objets de la maison, des tirelires, des cartons de robes, etc., faits de papier doré, pendant que les prêtres jouent de la flûte. Ils pensent que le diable, qui est en chaque homme vivant, s'enfuit d'un cadavre pour se loger dans les possessions du défunt. Ainsi, en jetant ses biens dans les flammes, le malin ne peut plus revenir. J'allais admirer la pendule à eau, qui dit-on a 500 ans et n'a jamais eu besoin d'être réparée. Dans les niches du mur de pierre se trouvent de petites divinités, placées derrière des bâtons d'encens. La pendule à eau est faite de 4 timbales en cuivre de la taille de seaux, placées l'une au-dessus de l'autre sur les marches. Chacune a un bec verseur qui permet à l'eau de s'écouler goutte à goutte. Dans la timbale la plus basse est gravée une règle, comme une toise, qui indique l'heure qu'il est. Sur un tableau noir à l'extérieur, les gens marquent l'heure régulièrement afin d'informer les villageois. La timbale du dessus est remplie toutes les 24 heures. Il s'agit du seul soin que nécessite la pendule à eau. À notre retour sur le Powan, je trouvai de magnifiques présents que m'avait fait envoyer le consul Mr. Seymour, ainsi que les cartes de visite de plusieurs Européens qui souhaitaient avoir de mes nouvelles. Comme j'avais un terrible mal de tête, je gagnai vite ma cabine. Nous repartîmes un peu plus tard pour Hong Kong, et ce fut ainsi que s'acheva ma journée de Noël à Canton.